Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre magazine, au fond, le magazine des leaders, le magazine qui vous amène en profondeur, qui vous amène au fond des questions sociales et politiques en République démocratique du Congo. Nous allons chercher pour vous tous ceux qui pensent changement, tous ceux qui croient au changement en République démocratique du Congo, parce que nous disons l'heure du changement a sonné. Maintenant, le changement doit s'imposer pour que le peuple congolais vive de sa richesse, vive du bonheur de la terre congolaise. Je reçois pour vous un jeune, mais c'est quelqu'un qui travaille énormément pour le changement en République démocratique du Congo, mais plus particulièrement sur les terres katangaises, mais je voudrais encore aller plus loin sur les terres du Lualaba. Il s'appelle Mardoché Nsele. Il est le coordonnateur de NCC. Lui-même vous en donnera le contenu. J'ai le plaisir donc de passer ce moment d'échange avec lui. Bonjour. Bonjour mon ami Zéni. Vous vous présentez comment vous-même? Je me nomme Mardoché Nsele, coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement, NG sans sigle comme tu l'as souligné. Je suis résident à Colosie. La nouvelle génération pour le changement est une structure qui a pour objectif soutenir toutes les actions de la présidence institution qui rentrent dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le tribalisme, la corruption. Bon, j'aimerais d'abord qu'on parle de l'homme avant d'arriver à la structure. Parce que Congo Market Télévision, nous faisons en même temps le marketing de ce qu'il y a de bon en République démocratique du Congo. Nous sommes dans un pays où l'on voit une certaine génération prendre la chose publique pratiquement en otage, et une certaine classe, les vieux pour ne pas les citer, mais lorsqu'il y a des jeunes qui excellent, Congo Market Télévision se donne le devoir de faire leur promotion, leur marketing. Alors, on vous voit aujourd'hui à Kinshasa. Qui est Mardoché? Mardoché est licencié en droit option publique. Je me suis en dehors, je ne sais pas, je ne peux pas parler de ma vie privée, je parle de ma vie professionnelle. Je suis ici pour servir mon pays. Donc, vous avez étudié où? J'ai étudié à l'université de Kinshasa, à l'UNIKI. Ok. Et je finis mes études là-bas. L'école primaire, l'humanité, les humanités. Et mon premier cycle, je le fais au Kasaï. Je fais mes écoles au Kasaï, j'ai fini mes études à Lunkelou, dans les territoires de Luebo. Les gens qui connaissent bien le Kasaï, territoire de Luebo. C'est là que je fais mes études primaires et secondaires. J'ai fini au collège Sacré-Cœur, communément appelé Lunkelou. Je suis allé à Kananga, j'ai fait l'UPRECO, l'université presbytérienne, et je pars à l'APSLE du Congo. Et je suis venu faire la licence à Kinshasa. Je me suis toujours dit que moi je servirai mon pays. J'ai toujours eu le goût de servir mon pays, de servir dans la vérité. Ce goût, vous l'avez eu de qui? La première personne qui m'a inspiré, c'était Lumumba. J'aimais bien le combat de Lumumba. Et la deuxième personne... Vous n'avez pas connu Lumumba? Je n'ai pas connu Lumumba, mais je l'ai connu à travers ses discours, je l'ai connu à travers son cursus politique, je l'ai connu à travers ce qu'il a pu faire en Afrique, ce qu'il a pu faire pour le Congo, et que Lumumba c'était une grande personnalité. Après, la deuxième personne qui m'a inspiré, c'était Etienne Tshisekedi Wamulumba. Je ne le dis pas parce que je suis kassaïen, mais je le dis par rapport à mes convictions. Et plus quand je fais intervenir Etienne Tshisekedi dans mes interventions, tout comme dans mon combat, c'est par rapport aux valeurs. Le mérite que envers Tshisekedi, c'est cette intelligence, cette détermination, cette volonté qui était fondée sur un patriotisme élevé de pouvoir servir le Congo. Alors, ne pas se laisser intimider, ne pas avoir peur, ne pas se laisser corrompre par l'argent ni par le pouvoir, au profit de ce qui est très intéressant, c'est que le salut du peuple, comme Félix Tshisekedi l'avait souligné une autre fois dans ses adresses. Alors, chaque fois quand je voyais ces injustices, chaque fois quand je voyais ce peuple souffrir, quand je voyais quelques acteurs politiques, les animateurs des institutions corrompus, et qu'ils avaient les possibilités, et qu'eux-mêmes se faisaient appeler Congolais, et ils se disaient qu'ils aimaient ce pays, et que quand ils sont à la tête d'une institution, à la tête du pays, et le comportement c'est autre. Et puis autre chose, c'est le fait
de trouver au Congo un pays le plus riche du monde, qui devrait avoir un niveau de sécurité plus élevé, voir quelqu'un entrer au Congo comme s'il entrait dans une porcherie. Une porcherie, il n'y a pas de loi, donc il n'est pas jugé, il n'y a pas de conditions. La personne peut venir au Congo, il peut même tabasser un Congolais, il peut insulter un Congolais. Donc, c'était bizarre. Nous nous sommes dit, voilà, ces erreurs, nous on ne veut pas faire comme les autres, nous allons seulement nous servir de ces erreurs. Et vous avez créé votre modèle de combat. Ok. Oui, oui. Alors, maintenant, vous décidez de mener un combat pour le changement, Okay. ce qui vous conduit à créer la NCC. La NGC. La NGC. Okay. Voilà. Alors, comment ça commence? Ça a commencé à Lubumbashi, c'était en 2014, parce que à l'époque, nous nous sommes dit que une association, parce que vous savez aujourd'hui, avec les créations des associations, dans le système de l'ancien régime, donc le régime Kabila, ce que les associations étaient créées juste pour accompagner un individu. Or, le rôle d'une association dans un système démocratique est tout autre que celui que nous avons connu sous Kabila. C'est que l'association peut aussi influencer un développement, peut aussi influencer, n'est-ce pas, l'évolution des institutions démocratiques. Les associations peuvent jouer le rôle de groupe de pression, c'est-à-dire faire pression au gouverneur dans les institutions légitimement établies afin que celles-ci conforment leur manière de gestion à la volonté du peuple et aux textes abstraits. Je vais parler de la Constitution, les lois de la République. Mais la différence, c'est que j'ai vu la plupart des jeunes, la plupart des finalistes, la plupart des licenciés que les universités lançaient sur le marché étaient à la solde des individus. Et que ce gens se retrouvaient en train de danser pour un individu et qu'il est très intelligent, il a la prétéose du savoir. Il connaît, il maîtrise ce qu'il a appris pendant 16 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans et qu'il se retrouve en train de bénéficier de 1500 francs avec un polo d'un individu, un chapeau. Il est là en train de chanter, monter, descendre, et que le temps nous apprend le leadership qu'il faut investir dans le demos, ça veut dire dans le temps, impacter positivement pour servir le pays et devenir un membre utile pour le pays et pour la famille. Ok, vous lancez votre association et aujourd'hui, vous pouvez compter combien de membres? Est-ce que vous avez déjà des adhérents? Est-ce que vous avez un siège? Est-ce que ça fonctionne finalement? Oui, la nouvelle génération fit parmi les premières associations qui ont accompagné le président public à l'époque où on avait besoin de soutenir les changements. Le changement ne voulait pas dire la Kabylie, mais les changements voulaient dire le tshisekédisme comme un système qui voulait chercher à prendre la commande de la République. Nous avons soutenu le président Tshisekedi, Étienne à l'époque. Nous avons aussi soutenu le président Félix et que la nouvelle génération est représentée actuellement dans plus de 9 provinces. Nous sommes dans la province du Lualaba, nous sommes dans la province du Katanga, nous sommes dans le Kasaï, nous sommes dans le Kasaï central, nous sommes dans la province de Olomami, nous sommes ici à Kinshasa, nous sommes dans le nord Kivu, nous sommes dans le sud Kivu et en gestation, nous serons bientôt au Congo central, ce qui veut dire déjà dans 9 provinces. Et là, les gens adhèrent volontairement selon les objectifs que la nouvelle génération s'est assignée. Les gens ont compris que c'était très utile d'adhérer à la nouvelle génération et se conformer à notre combat. Et ça produit des effets parce qu'aujourd'hui, la nouvelle génération est en train de faire un travail de tintant en ce qui concerne les abus liés à l'exercice du pouvoir. Nous avons commencé avec la province de Kasaï où moi-même, j'étais directeur du cabinet des ministres et j'avais démissionné parce que je ne pouvais pas fonctionner dans un système où on ne voulait pas servir l'État, on ne voulait pas servir le peuple. Et j'avais participé même au dialogue intercommunautaire pour la pacification de l'espace de Grand Kasaï après l'avènement de Kamounan Sapou. Et cette province sortait d'une situation malencontreuse. Il avait besoin de bons leaders, des gens qui connaissaient le problème du Kasaïen. Et cela n'a pas été le cas. J'ai démissionné, je rentrais au Katanga parce que le Congo partout, Congolais partout. Et les institutions, c'est nos institutions. Nous ne pouvons pas laisser le mal passer sur notre regard coupable. C'est-à-dire, un Congolais peut servir son pays partout, ce qui veut dire que ceci rentre dans le cadre de la lutte contre le tribalisme. C'est un appel, n'est-ce pas, à ceux qui croient que les autochtones ont le droit et les autres qui viennent des autres provinces n'ont pas le droit. Donc c'est une théorie. Non, ça c'est pour justifier votre présence au Katanga. Ce n'est pas ça. Je me suis toujours senti à l'aise au Katanga et je défends bien les intérêts du Katanga, en particulier du Lualaba. Et je pense, même si 5 personnes ne sont pas d'accord avec moi, 10, 15, mais je pense dizaines, des centaines de personnes sont d'accord avec moi et ils me soutiennent, ils soutiennent mon combat. Alors, nous allons passer maintenant à la vie nationale, mais nous allons prendre le cas du Lualaba en particulier,
parce que vous y avez vécu et vous y avez travaillé. Je voudrais savoir aujourd'hui quelle est votre expérience en ce qui concerne les richesses de cette province, parce que le président de la République a fait un passage tout récemment à Lualaba et il a lancé un message fort. Il dit « Je suis fatigué. Je suis fatigué de ce que je vois dans ce pays, le malheur du peuple congolais, de voir des gens qui viennent avec des mains vides, mais qui quittent le Congo, comptés parmi les millionnaires ou milliardaires du monde. Quelle est votre expérience dans ce que je peux résumer comme la gouvernance de cette province du Lualaba? Merci beaucoup, Jenny. C'est très intéressant, c'est très pertinent la question. Vous savez, la province, je vais parler d'abord de la province du Lualaba, après je vais essayer de m'étendre sur le Mami, au Katanga et toutes les 4 provinces qui construisaient le Grand Katanga à l'époque. Je vous en prie. La province du Lualaba en soi, seule, la province du Lualaba représente 17% des recettes de l'État. Ce qui veut dire que le Lualaba joue un grand rôle, n'est-ce pas? Peut jouer un grand rôle parce qu'il ne joue pas un grand rôle. Dans le Lualaba seul, 17%, du budget de l'État. Oui, c'est vraiment beaucoup. Alors que nous avons 26 provinces. 26 provinces. Maintenant, imaginez-vous que si le Lualaba lui-même peut compter 17%, parce que les 17% c'est le petit statistique que nous avons fait, mais je pense qu'il peut aller jusqu'à 25%. La province n'est pas bien gérée. Et comme André Youma venait de faire des révélations, Albert Youma plutôt, et allez-y comprendre que les mines du Congo en soi donc, ont été hypothéquées par la Kabylie avec toutes ses équipiers. Donc, les Kabila a privilégié ses intérêts, les intérêts de s'expatrier, que les intérêts de son peuple, les intérêts des Congolais. Ça signifie quoi? Que Kabila a signé des contrats? Oui, parce que... Lui, Kabila? Oui. Kabila en tant que chef de l'État, parce que seul le chef de l'État engage le président public engage l'État. Imaginez-vous aujourd'hui, la province dite pilote, la capitale mondiale des cobalt, participe à 4,9% au budget national. C'est connu de tous et personne ne peut nous prouver le contraire. Le Haut-Katanga participe à 9,9%. Non, mais vous avez avant dit que c'était 17%. Oui, bien sûr. Mais pour le moment, la province dite pilote ne peut pas participer à 10, au niveau de leur pourcentage. Il ne peut pas participer à 4,9% au budget national. Il y a un souci. C'est ça ce que j'essaie de démontrer. Mais les 17% venaient d'où? Les 17%, c'est-à-dire que les 60% que la province envoie ici pour contribuer, n'est-ce pas, à la construction du budget national. Oui. Mais la province pilote participe à 4,9% au lieu de participer à 70% comme à l'époque de M. Moïse Katumbi. Parce qu'à l'époque de Moïse Katumbi, il n'y avait pas de redevance. Donc les 17%, c'est en temps normal. Oui. En temps normal, elle doit participer à 17%. Mais en réalité... Non, pas 17%. En temps normal, en tant que province, devrait participer. Donc, les 100% de la province, c'est les 17%. Ok. Vous comprenez? Oui. Donc, au niveau de ces 100%, nous n'avons que 4,9%. C'est ce qui représente un grand souci pour une province comme le Lualaba, dite province pilote. Et la province la plus riche du monde. La province participe à 4,9%. Pourquoi? Parce qu'il y a des centaines de sociétés minières qui ne versent pas dans les comptes du trésor, mais qui versent plutôt dans les comptes fictifs. Je vais parler des comptes de mouillage. Donc, sur les 17% assignés à la province, elle ne contribue qu'à 4,7%. Oui, au budget national. Ok. Ce qui représente un grand souci. Tandis qu'à l'époque de Moïse Katumbi, il n'y avait pas de redevance minière. Mais le Grand Katanga en général, parce quand on parle du Grand Katanga en termes de recettes, on ne voit pas le Mami ni Tanganyika. On voit le Haut-Katanga et le Lualaba. À l'époque, ça participait à 70%. C'est-à-dire les 17, n'est-ce pas, du Lualaba, plus le pourcentage des autres provinces faisait 70% au budget national, ce qui était une avancée très significative en ce qui concerne la canalisation des recettes. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de Mouyej, quand Mouyej a accédé à la terre de la province, c'est catastrophique. La province participe à 4,8%. Nous avons essayé d'identifier le problème. Ces statistiques viennent d'où? D'accord. Comme les Français disent, mieux vaut s'attaquer à la cause qu'aux symptômes. Il n'y a qu'une seule entreprise minière baptisée TFM, Tenke Funguru Memaïnik, qui verse dans le compte du trésor. Je vais parler du compte de la province. Maintenant, il y a l'existence, parce que ceci
corrobore avec l'existence de quelques comptes fictifs, comme l'avait souligné Excellence Fimasuka Saini lorsqu'elle a fait les dénonciations sous la gestion de mouillage à la tête de la province. Ce compte fictif était alimenté par les autres taxes, mais il n'y a aucune autre institution de la province qui contrôlait le mouvement de ce compte. Seul Mouyej connaissait comment... Les taxes qui sortent de quelle nomenclature? De seule la province ou de la nomenclature au niveau national? Non, non. Là, je parle de la province. Parce que la province ne vit pas seulement de redevances minières. Parce que les redevances, les actes générateurs, n'est-ce pas, qui génèrent des recettes dans le secteur minier, c'est légiféré au niveau de la province. Il y a la nomenclature qui prouve que réellement voilà, il existe une telle taxe dans le secteur minier qui fait payer autant d'argent, ainsi de suite. Parce que s'il faut aller dans des précisions, je vous dis que la province seule en tant qu'institution reçoit par mois 10 millions et 800 quelques demi de dollars de redevances par mois. Mais au sein de la province, il y a aussi l'imbrication des institutions comme les LTD qui reçoivent aussi 10 millions, comme la commune reçoit 10 millions de dollars par an. Alors nous avons réalisé que dans peu de temps que Mouyej... Qui reçoit de qui? Des contribuables? Non, ou de l'État? Des sociétés minières qui payent des contribuables, ok. Minières, oui, ok. Oui. À la fin du mois, la province paye, les entreprises payent, mais seules TFM, ces redevances sont canalisées dans les comptes du Trésor. Mais les autres entreprises minières, il y a absence de traçabilité. L'argent va dans les caisses, dans les poches de Mouyej, sa famille politique, s'il faut parler de comptes fictifs, parce que nous, on ne connaît pas l'existence de comptes. Comment vous l'indexez directement, le gouverneur Mouyej? Parce qu'il a reconnu. Il a reconnu qu'il y avait des comptes fictifs qui échappaient au contrôle de l'IGF, qui échappaient au contrôle de Madame vice-gouverneur Fifi Masuka, ni même à l'Assemblée provinciale. Donc seul Mouyej connaissait. Et si Fifi Masuka ne parvenait pas à dénoncer, n'est-ce pas, ces jeux, personne ne pouvait croire que beaucoup d'argent sont en train d'être canalisés dans les comptes fictifs. Alors, en dehors de ce compte fictif, nous nous sommes rendus compte que la province était redevable de plus de 83 millions de dollars. Tandis que cette province reçoit des dizaines de millions de dollars. 83 millions de dollars pour un mois, une année? Dans 2 ans. Depuis 2018, que Mouyej a accédé à la tête de la province comme gouverneur réélu, soit élu parce que l'autre fois il était commissaire spécial, mais cette fois-ci il a été réélu par l'Assemblée provinciale. Et la province a enregistré 83 millions de dettes, dont 26 millions de dollars alloués à un projet agricole baptisé Murikita, parce que le champ des 3500 hectares appartenait à un individu, colonel Murikita, qui faisait ce champ comme entrepreneur dans le secteur agricole, et que le gouverneur est arrivé pour lui proposer un marché, que donne-moi les 3500 hectares, moi je vais vous donner 3 millions de dollars. Et le gouverneur n'a donné que des tiers du montant, et le reste d'argent jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été payé. Le maïs a été récupéré par le gouvernement pour faire les transformations alimentaires. Maintenant, il y a un monsieur qu'on appelle Eraïm, c'est un sujet indien, qui a bloqué 11 000 tonnes de maïs, soi-disant le gouverneur est redevable. Il doit de l'argent à ces messieurs. Alors ça fait longtemps que ce monsieur attend cet argent, il ne l'a jamais eu, et qu'il a bloqué 11 000 tonnes de maïs. Et la province n'a gagné que 110 000 dollars. Sur les 26 millions de bloqués alloués au projet agricole, la province n'a gagné que 110 000 dollars. Ça, c'est le rapport de Madame la ministre de l'Agriculture dans un conseil des ministres. Mais le président de la République parle de... Quand il parle des relations entre la RDC et les partenaires ou les investisseurs, il dit que toutefois, ce ne sont pas ces investisseurs qui sont toujours méchants. C'est parfois nos frères qui ont été méchants avec les Congolais ou avec la République. Et comment cela se matérialise sur le terrain? Vous savez, aujourd'hui, je veux vous dire que les Congolais sont mal intentionnés. Ce n'est pas tout le monde. Je parle des Congolais qui ont servi sous le régime Kabila. Parce que vous pouvez vous imaginer qu'une province débloque 26 millions de dollars. Et que Eraïm, les messieurs d'Eraïm aujourd'hui, je ne sais pas les relations qu'il y a Eraïm à Kabila, tout comme à Mouyej, c'est celui qui avait construit l'hôtel du gouvernement. C'est le bâtiment le plus surfacturé du Lualaba, 9 millions. Et je vous dis que ce bâtiment a été cofinancé par le pavillon présidentiel, la BCDC et les taxes de TFM. Vous comprenez? Sur les 3 ouvrages alignés par Mouyej, en 2015, le bâtiment n'a fait que 6 ans. Et après 6 ans, on a achevé un bâtiment. L'autre a été achevé par Maman Fifi Masuka avec les taxes de la province. Maintenant, lui-même, Raïm, c'est celui qui a l'économie de la province du Lualaba dans ses mains.
Et la personne qui l'a donné les possibilités d'avoir tout ça, c'est Mouyej. Je pense que Eraïm, avec Mouyej, mangent ensemble. Dans leur plan, c'est quand Eraïm gagne, Mouyej aussi gagne, c'est que Mouyej se cache derrière Eraïm. Non, mais comment vous pouvez affirmer ces choses? C'est sur base de quoi que vous pensez que le gouverneur Mouyej et Eraïm sont complices? Mouyej n'a jamais inquiété Eraïm. Et toutes les accusations... Non, mais pourquoi il inquiéterait? Il inquiéterait parce que ce que Eraïm a fait mérite, n'est-ce pas, la présence de la justice. Il faut que la justice... Il a fait quoi, Eraïm, concrètement? Eraïm a pris 2 hectares de Mongej. S'il faut dire qu'il a pris. Parce que nous parlons de la spoliation. Mongej qui est l'hôpital Mongej. Si nous disons que c'est la spoliation, l'équipe de Mouyej dit non, ce n'est pas la spoliation, nous l'avons prêté. Est-ce que vous pouvez regarder dans la loi, n'est-ce pas, de la République? Il y a une disposition qui dit qu'on peut prendre les terres, les biens qui appartiennent à l'État, on prête à un individu seulement. Mais s'il y a un contrat qui lie l'individu avec le gouvernement provincial. Il a ce contrat-là. Le grand spoliateur de 2 hectares de Mongej, c'est Eraïm. Il a donné l'argent, 2 600 000. Et ça, c'est dans un point de presse. Le ministre de la Santé en a dit. Quand Mouyej rentre, à son tour, il dit non, ce n'est pas 2 600 000, c'est 1 80 000. Et on ne connaît pas là où cet argent est parti. Il n'y a jamais eu de traçabilité. Et cela a été vendu en absence de l'avis préalable de l'Assemblée provinciale. Lorsque les députés se sont soulevés pour s'exprimer, Mouyej a envoyé un député qu'on appelle Timbouj. Il a insulté tous les autres députés. C'est le même député qui avait été accusé Moïse Katumbi de la pression non grata dans le loi là-bas. Et c'est le même qui est parti pour insulter les autres députés, les taxer des ignares, les députés de la rue, parce qu'ils ont dit que vous avez vendu 2 hectares de Mongej sans l'avis préalable de l'Assemblée provinciale. Et c'est le même Eraïm qui possède les 2 hectares. Aujourd'hui, l'argent a été versé. Seul Mouyej connaît là où l'argent est parti. Il y a aussi la Guest House, sans pas ça. C'est le bâtiment que l'Assemblée provinciale, non, je vais parler du gouvernement provincial qui avait acheté pour construire des bureaux des ministères. Maintenant, aujourd'hui, nous avions suivi le gouvernement provincial, le gouverneur de province dire voilà, nous avons pris la parcelle, nous avons donné à Eraïm parce que nous avons rendu un service, nous avons donné les sacs de bunga, les sacs de farine pour servir les agents du gouvernement provincial. Oh, c'était un mensonge. La parcelle a été vendue. Lorsque nous avons essayé de faire pression, Eraïm est revenu avec la facture pour dire voilà, la facture est là. Jusqu'alors, l'argent de la farine, on ne me l'a jamais payé. Alors, lorsqu'on vous dit que la maison a été troquée, c'est un mensonge. Moi, je ne connais pas ça. Voilà, je vous rejoins pour vous dire qu'il y a des Congolais mal intentionnés, n'est-ce pas, qui se servent aussi des expatriés au profit de leurs intérêts. En dehors de ça aussi, il y a des factures. Parce que vous avez suivi récemment, on a essayé de diaboliser Fifi Masuka pour dire, voilà, elle avait de l'intention de tourner l'argent dans le projet de la... Fifi Masuka, le gouverneur intérimaire du Lualaba. Oui, oui, on l'avait dit. Non. Que nous saluons en passant. Oui, oui. Une dame qui fait du très bon travail. Non, c'est une femme. Nous devons apprendre à encourager ça. Parce que quand je me mets à dire c'est l'ange de la délivrance des institutions, au Lualaba, les gens disent non, je veux des cultes de personnes. Non, non, il faut appeler noir, noir, blanc, blanc. Parce que lorsque le président nous dit qu'il y a des gens qu'il faut considérer aujourd'hui comme des sorciers de la République, s'il y a des sorciers, ça signifie qu'il y a des anges quelque part. Oui, oui. Et si on en trouve un, il faut la protéger. Il faut applaudir, il faut protéger. C'est parmi les femmes qui font la différence. Sur les 26 problèmes de la République du Congo, il n'y a qu'une seule femme qui est gouverneur. C'est Fifi Masuka. Et qui a impacté positivement. Fifi Masuka n'a jamais détourné même $1 depuis qu'elle est politicienne. Si le genre bon, ça, il ne faut pas affirmer. Hein, il faut... La vérité, c'est la vérité. Parce que nous connaissons quand même les cursus des uns des autres. Alors, parce que le détournement ne se sait pas aussitôt. Hein. Oui, oui. Ouais. Vous savez, lorsqu'on a essayé de diaboliser Fifi Masuka, soi-disant, elle cherche à détourner l'argent de le projet 45 km Ouansela et la construction de la nouvelle cité à Katebi. Ouais. Mais c'était un mensonge. Il y a une société qu'on appelle Congo Investissement. Congo Investissement a commencé avec Mouyej, ce n'est pas avec Fifi. C'est Mouyej qui avait appelé Congo Investissement. Donc le projet a été conçu avec le gouverneur Moïse. Oui, oui. Et Mouyej. Il a fait 10 km chez quoi c'est quoi le projet centre de négoce. 10 km centre de négoce, la mise en place de la pandère solaire, et ce projet devrait s'étendre sur le 5 territoires. La mise en place de la pandère solaire et aussi les 6 km de Katebi. Mais le complément à ces projets, c'était faire
l'asphalte des 45 km, c'est la Katebi, pour que cette route serve, n'est-ce pas, facilite la construction de la nouvelle cité. Et l'urgence, selon Fifi Masuka, c'était quoi? C'était la prise en charge, n'est-ce pas, des sans-abri. Il y a une grande équipe de personnes qui passent nous à la Belle Étoile. Donc pour Mouyej, il fallait prioriser la route. Non, pour Mouyej, il s'est limité, n'est-ce pas, à 6 km, 10 km de centre de négoce, la mise en place de la parenthèse solaire, il s'est borné là. Et il n'avait pas financé les travaux, c'était Congo Investissement qui avait préfinancé. Et jusqu'alors, ça fait objet de dette parce que Congo Investissement n'a jamais gagné son argent. Vous comprenez? Mais est-ce que la province avait déjà débloqué? Non. Ok. Il n'est pas seul. Donc là, il n'y a pas de détournement. Oui. Il n'est pas seul. Maintenant, en dehors de ça, les compléments à ces projets, c'était 45 km et la construction de la nouvelle cité du côté Katebi. Madame Fifi Masuka a trouvé que c'était nécessaire parce que chaque fois, elle reçoit des plaintes. Des femmes qui dorment à la Belle Étoile, il y a des enfants qui passent nuit dehors. Pourquoi? Parce qu'ils ont été chassés de leur demeure par la société Comus. Et que ceci, c'est la province comme Comus les a chassés, c'est le gouvernement provincial. Comus s'occupe de quoi? Une société minière. Ok. Comme TFM, comme KCC. Et qui chasse les nationaux. Oui, bien sûr, parce qu'il y a même les autres qui sont partis parce que là où ils s'occupaient, on a essayé de creuser là-bas, on ne pouvait pas vivre. Donc on a transformé la cité en carrière minière. En carrière minière. Et que ces gens devraient bénéficier de leurs indemnités, chercher d'autres places, n'est-ce pas, ceci avec l'accompagnement du gouvernement provincial. Alors, Fifi Masuka a trouvé que non, c'était important de tirer ce complément des projets dans les oubliettes, le mettre en valeur pour permettre à ces gens de trouver un demeure. Si Mouyej et ses enfants passent nuit dans des bonnes maisons climatisées, ils ont la possibilité d'aller à l'école et revenir sans souci. Mais il y a aussi des gens qui dorment, qui passent nuit là-bas, ils ont aussi droit à la vie et au bien-être. C'est pourquoi Fifi Masuka avait valorisé ce projet dans l'intention, n'est-ce pas, de prendre en charge cette portion de la population, leur donner la place à dormir, la place à vivre avec ses enfants. C'était ça l'urgence. Mais l'autorité d'irrigation des marchés publics, jusqu'à aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Les chefs de l'État travaillent selon la vision du peuple d'abord. Peuple d'abord veut dire qu'il faut prioriser les intérêts du peuple. Dans une urgence pareille. Bien que c'est l'ARMP qui juge l'opportunité du marché. Mais je me demande, qu'est-ce qui se cache derrière la décision de l'ARMP? On a soulevé des théories telles qu'il y a absence, il y a vice de procédure. La procédure ARMP, Autorité de régulation des marchés publics. Alors, il fallait qu'on annexe la demande de non-objection pour permettre, n'est-ce pas, à l'autorité de prendre une décision. Je trouve que c'était aussi bon. Respecter la procédure, c'est bien parce que nous sommes respectueux des textes. C'est très important. Mais les gens ont essayé de faire une récupération politique pour dire Fifi Masuka. Mais madame, le gouverneur a respecté ou pas? Non, la procédure, on a déjà recommencé, on a déposé. La procédure est en cours? Oui. Non, c'est déjà fini. On a déposé, je pense, d'ici là, les travaux vont recommencer. Mais en dehors de ça, Fifi Masuka évolue. S'il faut parler de ça, je pense que nous nous limitons par là et je reviens maintenant à la gestion de Mouyej. Vous savez, après tout ça, personne ne connaissait. Au Lola, personne ne pouvait s'en prendre à Mouyej parce qu'il est tout puissant et personne ne pouvait parler de lui dans ce sens-là. S'en prendre, mais pourquoi? S'en prendre à Mouyej, c'est-à-dire parler de sa gestion, parler des erreurs de Mouyej, c'était un tabou. C'était un tabou et que Mouyej fait voir à Tshisekedi que je te soutiens. Les chefs de l'État là-bas, en train de voir que l'homme Mouyej est en train de travailler, je pense qu'il veut diriger selon ma vision. C'était le contraire. Mouyej nous a vendu le vent. Tout ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux à Kinshasa, c'était les mensonges. Je vous dis quand Mouyej... Comment ça? Oui, quand Mouyej... Moi j'étais au là-bas, je connais le rond-point, qui est non loin de Mikuba. Comment ça s'appelle? Rond-point Malou, mais il y a un autre rond-point avant Malou, Mwangeji. C'est quand même des places qui ont été... C'est infinitésimal. Lorsque tu es blessé de la cheville jusqu'à l'orteil, on parvient à te guérir seulement les blessures de la main gauche. Tu es guéri? Parce que tu continues à avoir les douleurs. Et ce n'est pas ça la priorité. Il y a l'hôtel du gouvernement. L'hôtel du gouvernement, là, c'est pas le problème. Parce que ce n'est pas tous les Loalébais qui vont manger, qui vont dormir à l'hôtel du gouvernement. Il y a des nécessités. Mais il y a une école à côté, l'école, comment ça s'appelle encore? Ewabora. Ça existait déjà. Ça existait déjà. Mais pas dans la forme actuelle. Non, je vous dis, c'est la peinture qu'on a mis. Et puis, tout ça, c'était des occasions pour Mouyej de détourner l'argent de l'État. Nous allons le démontrer avec toi. Mouyej arrive en 2015 en tant que ministre de l'Intérieur à l'époque.
Il arrive au Lualaba, il trouve déjà Moïse Katumbi avait déjà fait 180 km de route de Kassi, Kolwezi. À l'intérieur, 45 km, les avenues comme le Lusanga, vous voyez le rond-point, place de la Poste avec la fontaine, c'était pas Mouyej, c'est Moïse Katumbi qui a fait ça, sans redevance minière. Moïse Katumbi a électrifié Moussumba Kassaj, il a construit le stade d'Our, il a payé la pelouse synthétique qu'on avait détournée par Mouyej pour l'envoyer à Manika. Mouyej a reconnu. Et il a dit, la personne qui s'opposera aux réalisations de Moïse Katumbi, c'est un sorcier. C'est pourquoi aujourd'hui, je donne raison au président Félix que la sorcellerie, c'est un état d'esprit. Ça veut dire faire tout pour soi-même, faire tout pour sa famille politique, n'est-ce pas, et laisser la population. Saboter ce qui va dans le sens d'encourager les intérêts du peuple. C'est ça la sorcellerie selon moi, selon mon entendement. J'ai compris que Mouyej a voulu diriger dans la sorcellerie politique. Pour détourner et mentir les gens, voilà, je suis en train de servir le peuple. Oh, il se servait lui-même. Il s'est battu avec l'argent de Lualaba. Aujourd'hui, les réalités, c'est tout autre. Parce que pour que le chef de l'État parvienne à mettre en exécution son projet de société, c'est qu'il faut qu'il y ait une gestion aisée des finances à tous les niveaux. Cela permettra au chef de l'État, à travers les montants mobilisés, les sommes mobilisées, ce serait possible, dans peu de temps, de faire des grandes actions à impact visible. Parce que quand même au Lualaba, on retrouve le cuivre, hein? Le cobalt. Oui, il y en a beaucoup. Et puis le cobalt, c'est le Lualaba. Le Lualaba regorge plus de 63%, n'est-ce pas, des réserves dans le monde. Comment expliquer qu'une province avec des recettes pareilles peut participer à 4,8% au budget national? Et en même temps... Et lorsque vous regardez ceux qui travaillent dans ces entreprises minières, leur situation, ceux qui travaillent dans des carrières, dans les mines, c'est des situations alarmantes. Et il est allé loin juste pour tribaliser la gestion des institutions. C'est-à-dire dans le Lualaba, on parle d'un Arwesh. Ok? La fusion des 5 communautés. Il y a les Rund, il y a les Kaminongwe, il y a les Kachoko, il y a les Kandembo et qu'est-ce que j'en compte. Ça fait 5. Vous comprenez? Mouyej fait partie de la tribu de Rund. Alors, lorsqu'il est allé au pouvoir, il a voulu privilégier les membres de sa tribu que les membres des autres tribus. Et vous avez dans les Comment ça? Mais je vous dis ce que je vous dis. Parce que madame le vice-gouverneur n'est pas Rund. Ok, on va y arriver. Mais je commence d'abord avec le système que Mouyej avait installé. Si tu n'es pas Rund, tu ne peux pas avoir un marché. Même d'une sous-traitance, tu ne peux pas en avoir. La coopérative minière et une concession minière, non. Même si tu es compétent. Mais je vous dis, il n'y a pas question de compétence. Là, c'était question de la tribu, ethnie ou rien. Où tu es membre du FCC le plus rapproché, tu as la possibilité. C'est pourquoi tu as vu la plupart des autres membres des autres communautés changer de nom. Tu es Moutombo, tu deviens Moutombo. Tu deviens Yav, tu avais Kabouit, ainsi de suite. C'est pour avoir... Et puis là, on te suit à la loupe. Et vous pouvez comprendre à ce niveau-là. Et quand même Israël Moutombe est parti, pose-lui la question, il t'a dit là. Il a été reçu par un monsieur, un conseiller du gouverneur qui lui dit, nous on n'aime pas les Kinois ni les Kassaïens ici. Et c'était officiel. Donc c'était la province la plus tribale. Non, pas officiel, c'était dans les manières de faire, parce qu'il n'y a pas un document qui disait ce que vous affirmez. Donc c'était dans la manière de faire peut-être. Pas dans la manière de faire. C'est fréquent. Si moi je le dis et quelqu'un qui me regarde dit le contraire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la vérité. C'est la vérité. Je ne me victimise pas. Mais regarde la différence. Quand Fifi vient, elle découvre que à la tête de la province, il y avait beaucoup de désordre. Elle-même, Fifi Masuka, comme vice-gouverneur de province, était dissociée de la gestion, n'est-ce pas, de la province. Elle jouait un rôle symbolique. Or, elle est Lualabaise. Elle est la fille du coin. Elle est là pour servir son pays, pour servir sa province. Elle a aussi le besoin de voir la province se tenir debout, se développer. Elle a besoin de voir le Lualaba se retrouver et jouir de leurs richesses. Et comme Mouyej était là-bas pour servir le FCC, c'est pourquoi Mouyej a été cité même dans le financement de Bakatakatan. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un article qui a circulé et nous tous nous avons lu. Et Mouyej était cité dans le financement même des milices du FCC ici, les bérets rouges, ainsi de suite, les gens qui faisaient beaucoup de désordres à Kinshasa. Il était cité dans toutes ces histoires. C'est lui-même qui était les caissiers, les financiers du FCC. Parce que l'argent du Lualaba servait le FCC à tous les niveaux. Kabila arrive, on débloque 3 500 000 pour l'accueil. Et ça, on sort dans la caisse de l'État. Et personne n'est pas parlé. Il est tout puissant, il avait toutes les possibilités pour te faire taire. Le Mouyej, là où il est, il me suit. Je sais que ça peut faire mal à son équipe, même à lui-même.
Mais c'est ça la vérité, il faut accepter. Quand on est en train de détourner avec des légers sourires pleins de charme, en costume, en lunettes, on n'a pas honte de détourner. Mais lorsque moi je m'habille comme ça pour passer devant une caméra, te dire que Denis, il a détourné, c'est un détourneur, c'est un voleur, ça peut le faire mal. Je m'en fous. C'est ça le Congo qu'on a besoin. Je peux fermer ma bouche, prendre l'enveloppe, mettre dans des poches, garder silence. Mais ce n'est pas ça le Congo. Nous avons besoin d'un Congo nouveau. Quand le chef de l'État nous appelle à la prise de conscience, ça veut dire que le Congo nous appartient. C'est impossible. Alors, Mouyej, ce n'est pas l'image des bons gestionnaires. Il ne peut même pas se faire appeler bâtisseur, nu, papa, celui. Alors, maintenant, parce que nous courons derrière le temps, la NGC que vous dirigez veut quoi? Parce qu'on va aborder d'autres sujets. Veut quoi finalement? Parce que le constat, vous l'avez fait vos enquêtes, vous avez fouillé, vous êtes venu jusqu'à Kinshasa, vous avez vu l'inspecteur général des finances. Que veut la NGC? La NGC veut l'ouverture d'une action judiciaire contre Mouyej pour tous les détournements de fonds de la gestion à la tête du pays. Et nous voulons que tout l'argent détourné pendant 6 ans doit être remboursé dans la caisse du Trésor. Parce que ça fait beaucoup d'argent et que le chef de l'État en a besoin, l'État en a besoin pour que ce projet de société, si riche qu'il est, il souffre de sa mise en exécution pendant que l'argent est canalisé dans les poches des individus. Lorsque Mouyej est rentré de l'Afrique du Sud, il est parti pour un check-up, il était malade, il est revenu. Je l'ai vu être accueilli avec des légers sourires pleins de charme par l'inspecteur général. Cette attitude, nous ne l'avons pas aimée. C'est pourquoi l'autre fois, la nouvelle génération s'est mobilisée pour aller manifester devant le chef. Manifestons notre mécontentement, dire que cette attitude de caresser le mal, faire comme si Mouyej n'avait pas détourné. Non, mais est-ce que cela pouvait empêcher la recherche de la vérité que d'accueillir un gouverneur avec sourire? Je vous dis, je suis mieux placé pour vous donner la vérité sur la mission de l'IGF dans le Lualaba. Moi, j'avais enquêté sur la réduction de comptes. Vous connaissez, vous ou moi, que le bureau de réduction de comptes, c'est un bureau administratif qui est sous tutelle du ministre des Finances et la division des Finances. Ça a pour objectif, n'est-ce pas, d'élaborer un rapport annuel en termes de dépenses et recettes. La province enregistre combien en termes de recettes et a alloué combien en termes de dépenses pendant toute l'année. Et il vient avec une équipe technique. C'est un travail d'équipe technique. Vous comprenez, ce n'est pas un travail d'un individu. Et ça fait 6 ans que la réduction de compte de la province de Lualaba n'a jamais travaillé. Or, il y a un chef de division. Non, doucement. Oui. Donc, vous dites, depuis que le gouverneur Mouyej était à la tête de la province, il n'y a jamais eu la reddition des comptes. Il n'y a jamais eu la reddition de comptes. Moi, je me souviens que nous avons suivi dans les informations le dépôt des rapports de reddition des comptes ici à Kinshasa, du Lualaba. C'est un rapport fictif. C'est un rapport qui relève de l'imaginaire. Comment c'est de l'imaginaire? Ok. Ça fait 6 ans qu'il n'y a jamais eu réduction de compte. Vous savez comment la réduction de compte se fait? Le chef de bureau fait la proposition au gouverneur de province. Il compose son équipe. On approuve. Il vient avec une équipe technique. N'est-ce pas? Et puis le gouvernement aussi prépare une équipe de l'exécutif. Et l'ensemble font un travail de 3 mois. Pour le là-bas, le minimum, c'est 3 ou 4 mois pour une réduction de compte. Et on va prendre ce rapport, envoyé à la direction générale des réductions de comptes et la direction générale à son tour dépose à la Cour des comptes. Maintenant, dans le Lualaba, le contraire, c'est quoi? On a d'abord commencé par anéantir les bureaux de réduction de comptes. Sans ordinateur, sans bureau, ces gens restent dans des chaises en plastique, ils se débrouillent. Même pour saisir, c'est un problème. Et puis, ils ne participent même pas aux prévisions budgétaires. Ils n'ont, en tant que service d'assiette, ils n'ont même pas accès aux entreprises minières. Et ce sont des politiques qui accèdent. Vous connaissez que dans le cabinet, on prend des ramassis, des gens qui ne maîtrisent rien. On les prend. Non, pas dans tous les cabinets. Je vous dis, c'est la vérité, c'est ce que je te dis. Oui, il y a des cabinets où on sait qu'il y a des gens costauds. Il y a des exceptions. Oui, des warriors. Bien sûr, on a pris des ramassis, on les a mis dans des cabinets et ce sont eux qui vont là-bas pour la protection des intérêts d'un individu. Et maintenant, Mouyej, avec son ministre de Finances, le chef de division de Finances et son directeur de cabinet, il s'appelle un monsieur de Lubumbashi, il s'appelle Anselme. C'est lui qui faisait partie de l'ancienne équipe de réduction de comptes du Grand Katanga à l'époque. C'est celui qui vient dans le Lualaba faire la farce. Je vais parler du plagiat de réduction de comptes. Il vient, qu'est-ce qu'il vient faire? Il prend l'enveloppe d'argent. Il amène ça à Kinshasa, ici à la Cour de compte. Vous devez prendre votre micro et votre caméra. Allez enquêter si je trompe. On va élaborer un rapport forfaitaire qu'on a déposé là. C'est un rapport qui relève de l'imaginaire. C'est pourquoi j'avais autrefois demandé au directeur général de réduction de comptes de venir dans le Lualaba. De venir dans le Lualaba, faire un travail de fond pour faire une réduction de compte de 4 ans ou 5 ans et donner le rapport. Parce qu'avec la réduction de compte, nous avons connu tout ce que Kabila a gagné comme avantage
hein, en République démocratique du Congo. C'est ça aussi le problème. C'est pourquoi nous avons besoin, nous, la nouvelle génération, qui, au regard de toutes les dénonciations que nous avons faites, et c'est vrai, l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, a fait un travail, mais un travail qui était bâclé parce que les inspecteurs ont été d'abord menacés par quelques promouillages qui est dans le loi là-bas. Mais sinon, ils ont fait un travail, mais le travail était limité. Mais nous avons quand même vu dans les images les Lualabé qui réclamaient le retour du gouverneur de province. Oui, mais c'est quand même des Lualabé. Et moi, je crois que c'est aussi des personnes à écouter. Non. Vous savez, la légitimité sociopolitique fait partie des grandes attributs du pouvoir. Nous avons la légitimité, l'exclusivité, la légalité. Lorsque vous êtes dans une province où il y a 4 personnes, 5 personnes ou 30 personnes de votre tribu, tous, et réclament votre retour, vous pouvez parler d'une légitimité. Et la légitimité des Mouyèges se mesure par la présence de 26 mamans âgées de 70 ans, 65 ans devant l'Assemblée provinciale et réclamaient son retour. Ils étaient 26. Mais bien sûr, c'est impossible. Pendant que tous les autres chantent Fifi Masuka, Fifi Béton, Fifi Béton, Fifi Béton, et les gens créent la délivrance. Les gens disent qu'aujourd'hui respirent. Toutes les communautés, les Balouba, les Bangala, et tous ces gens se retrouvent dans les institutions. Aujourd'hui, si tu vas dans la cellule de communication de Fifi Masuka, c'est toutes les tribus qui sont là-bas. La ceinture de Masuka n'est pas construite seulement des Kandembo. Il y a toutes les tribus, il y a toutes les communautés. Et même les rondes. Mais même les rondes sont là, ils sont au service. C'est pas pour vous dire que les rondes, il y a des gens qui réfléchissent, les gens qui sont là au service de leur province. Alors, Nenko Mouye, j'étais là-bas, une marionnette de Joseph Kabila pour sucer les intérêts. Non, non, pas une marionnette, c'était un gouverneur. C'est le terme qu'il faut. S'il vous plaît, si tu arrives chez quelqu'un... C'était un gouverneur qui a travaillé selon une vision qu'il avait. Non, non, c'est un sorcier. C'est ça le terme qu'il faut utiliser. Il n'a pas géré. Quand on ne gère pas selon la vision du président de la République, selon le besoin du peuple, n'est-ce pas? On est sorcier parce qu'on travaille pour ses intérêts. C'est de la sorcellerie dans la gestion de la chose publique. Qu'est-ce que les gens veulent qu'on dise? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le gouverneur Mouyège peut bénéficier d'un procès juste? Oui. Mais moi, je pense, un procès juste, c'est par rapport au fonctionnement des institutions. Mais en soi, je sais que Mouyège est coupable. Si moi, j'étais juge... Comment vous jugez de sa culpabilité alors qu'il n'est pas encore passé devant son juge? C'est ineffiable. Au contraire, je pense que la justice peut trouver plus que ce que moi j'ai eu et ce que les autres ont trouvé. Mais je vous dis, depuis 6 ans, mais c'était du pillage. Mais les gens qui ne veulent pas reconnaître, ce sont 5, 6 qui tirent les intérêts derrière Mouyège en tant que gouverneur de province. Ils achètent des voitures, ils peuvent voyager et ainsi de suite. Mais lorsque Fifi Masuka arrive, elle adhère à la vision, ça prend la connotation tribale. On dit nous les Katanga, on ne peut pas soutenir tel. Vous comprenez? Mais elle dit, moi je veux vivre selon la vision du chef de l'État. Elle est victime d'injustice et de campagnes de diabolisation. C'est pourquoi nous nous sommes dit non. Et regardons un peu, qu'est-ce qui se passe juste? C'est qu'elle devient tshisekidiste aujourd'hui. Mouyège a dit, j'ai 66 ans, j'ai des maires kabylistes. Un gouverneur de province en fonction et le chef de l'État en fonction. Tu dis non, je ne veux pas gérer selon la vision du chef de l'État. Ça transcrit quoi? Je ne suis pas porte-parole du chef de l'État, mais à mon avis, un gouverneur de province ne peut pas se comporter ainsi. Quand Fifi arrive, donc le gouverneur ne doit soutenir que le président de la République. Bien sûr. Même pourquoi? Sur les plans de droit, parce que le gouverneur de province, il est le représentant légal du chef de l'État en province. Et puis, il va prendre... Donc, Madame Fifi Masuka est un Fachi Béton en province. Bien sûr. Ou Félix Tshisekedi en province. À la différence de Mouyège. Mouyège amène sa vision kabylisée. Or, il y a une vision tshisekidiste. Le tshisekidisme, c'est un nouveau système. Kabylisme, c'est un autre système. Là où il y a les faiblesses du kabylisme, le tshisekidisme vient avec des remèdes, n'est-ce pas? Pour corriger et aider le pays à se tenir debout. Et que le vrai manager comme Tshisekedi, c'est un bon porte, c'est les leaders, le porteur de la vision. Les managers, ce sont les gouverneurs qui doivent prendre le projet, n'est-ce pas? L'adapter aux réalités de l'air dans leur programme d'action. Mais un gouverneur qui se comporte comme un président d'un pays dans un autre pays, c'est différent. Et que Fifi arrive, elle va mobiliser la population, elle va évangéliser la vision du chef de l'État. Et la population accepte. Je vous dis d'abord, la légitimité du chef de l'État en province, sous Mouyège, c'était pas infiable. Vous vous habillez très bien. Merci. Vous avez un salaire? Non, je suis entrepreneur. J'ai commencé à porter des costumes avant que je devienne politicien. Peut-être les gens peuvent vous découvrir, non, on est devenu politicien parce qu'on passe devant les caméras. Non, non. Depuis longtemps, on nous a appris à chercher le pain et le vin.
Et chaque jour, je sors le matin, je me débrouille, je rentre à la maison. Mes enfants mangent, ils vont à l'école, je peux voyager. Et vous aimez bien être en compagnie des politiciens? Bien sûr, pourquoi pas? Et vous aimez accompagner les politiciens? J'aime accompagner les porteurs de la vision qui va dans le sens de soutenir le peuple. Et ils vous accompagnent en retour? Oui. M'accompagner en retour veut dire quoi? Je veux que tu sois clair avec moi. Non, vous avez dit oui. Non, on dit, vous savez, je ne peux pas servir un individu. Quand je dis la nouvelle génération soutient l'institution, ça veut dire que le chef de l'État peut passer. L'animateur de l'institution présidence, c'est ce qu'elle passera. Mais la nouvelle génération reste liée à l'institution. Comme l'institution revêt un caractère d'irrégularité, c'est-à-dire que la NGC demeure aussi longtemps que demeurera l'institution présidence de la République. Et chaque fois, il y aura toujours les abus. Même si je serai vieux, même si je serai mort, un jour la NGC continuera toujours sous la même lancée et que d'autres Mardochés seront là pour continuer l'œuvre. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau, Mardoché Ntsele. Nous serons encore heureux de vous avoir sur Congo Market Télévision. Chers abonnés, merci beaucoup de votre sympathique attention. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, les statistiques nous montrent que vous êtes très nombreux à nous regarder mais sans vous abonner. S'il vous plaît, abonnez-vous à Congo Market Télévision. C'est une façon de nous encourager à faire mieux notre travail et avoir un peu de moyens de pouvoir vous servir encore davantage. Nous n'avons pas un politicien derrière nous. Nous n'avons pas un gouverneur derrière nous. Nous n'avons pas un ministre derrière nous. Nous n'avons que vous jusque-là. Nous espérons que nous aurons des gouverneurs, des ministres pour nous appuyer dans ce que nous faisons. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe et à très bientôt.